Merci beaucoup, honorable, pour votre exposé. Je laisse la place à l'Assemblée pour vous poser quelques questions. À vous entendre parler, ils se sont situés pour quand même en savoir un peu plus. Je voulais également, pour votre attention honorable, souligner, vous avez fait mention de M. Coutinho. Je vous informe ici que l'initiateur de ce mouvement l'éveil, il est ici, Monseigneur Yemé. D'ailleurs, c'est dans ce cadre qu'il serait aux États-Unis, sinon il serait à Kinshasa. Vous aurez le temps de le découvrir à travers cet échange. L'exposé que vous venez de partager avec nous est tellement profond que nous avons également certaines pistes de solutions que nous aimerions partager avec vous afin qu'une fois à Kinshasa, vous puissiez exploiter avec les amis qui sont au Parlement. Et nous savons également comment orienter des stratégies pour aider ce que vous êtes en train de faire à Kinshasa, au Congo plus particulièrement, afin que nous puissions éventuellement un jour arriver à libérer notre pays complètement. Donc à travers cet échange, moi je pense que nous allons apporter de très très bonnes propositions qui vous seront utiles une fois au pays. Merci. Merci beaucoup, honorable, pour l'exposé brillant et fouillé que vous venez de donner. Je vous ai vu à la télévision vers 2003. Je sens qu'il y a beaucoup plus de sagesse, de maturité et de profondeur dans le discours. Je ne veux pas tellement poser des questions, mais j'ai un questionnement. Pour que les gens soient indépendants, il faut qu'ils soient d'abord responsables pour pouvoir bien gérer l'indépendance. Mais dans le cas du Congo belge, c'est comme si les gens sont devenus indépendants avant d'être responsables. Et c'est ce qui sévit presque tous les jours. Et j'en viens au Parlement, qui est vraiment le pivot de la démocratie. Est-ce que vous pensez que le Parlement congolais, avec toutes ses facettes depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, est-ce un Parlement formaliste ou formel? Surtout que nous voyons que beaucoup de décisions ou beaucoup de résolutions prises par le Parlement ne sont pas exécutoires, ne sont pas respectées. Et après, on change de Parlement, on prend d'autres résolutions et ainsi de suite. Et rien ne se fait. Donc, parce que la force de la loi qui peut caractériser la démocratie ne peut venir que du Parlement. Mais on ne sent pas l'efficacité de toutes les résolutions qui sont seulement sur papier. Et puis des deux, vous qui êtes au Parlement, est-ce que vous pensez que la population congolaise est devenue un peuple? Parce que même la Bible dit, selon la création, l'un de récits de la création, il est dit par Dieu, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les reptiles, sur les oiseaux, sur les animaux. Mais est-ce que le Congolais a quelque ambition de domination quelque part? Ou bien le Congolais, c'est quelqu'un qui est là toujours, qui accepte toute domination? Parce que nous voyons même des petits pays qui ont des ambitions pour dominer des géants. Mais les Congolais, est-ce qu'ils ont l'ambition de dominer dans quelque domaine que ce soit de la vie ou de dominer quelque chose, quelque part? Parce que maintenant, on va parler de la diaspora. La diaspora et ceux qui sont restés au pays, nous n'avons pas d'union, pas d'unité. Il n'y a pas de cohésion. D'ailleurs, nous sommes diabolisés. Quand vous êtes de la diaspora, vous arrivez là-bas, on vous recherche. Il y en a qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils sont de la diaspora. Alors qu'avec Israël, nous voyons que c'est la diaspora qui a sauvé Israël. Et nous voyons beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, mon questionnement se termine en demandant si vous pouvez nous éclairer pourquoi les Congolais, même les parlementaires,
ils ont souvent de réactions et jamais des actions. Merci beaucoup, Monseigneur. Vous savez, Monseigneur, notre pays aujourd'hui, tout le mot, je peux résumer toutes vos trois questions. Est-ce que c'est un parlement formaliste ou formel? Est-ce que la population congolaise est devenue un peuple? Est-ce que les Congolais ont des ambitions à dominer quelque part? Bon, pas de cohésion entre la diaspora et nous qui sommes à l'intérieur. Tout ça là, je peux résumer ça en un mot, Monseigneur. Vous savez, lorsqu'on est leader, on éclaire le reste. Nous avons cette ampoule-là. Cette ampoule-là éclaire cette salle. C'est ça le leader dans cette salle, puisque nous voyons grâce à cette lumière-là. Si on éteint cette lumière-là, on ne se verra pas dans cette salle-là. Je ne saurais pas qui est assis où. Aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est le leadership congolais. Tout se résume à cela. C'est le leadership, Monseigneur. Tout se résume à cela. J'ai parlé à Charlotte, avec mes frères là, qui étaient là. Je n'ai cessé de louer les initiatives de la diaspora. Et je leur ai dit, il faut faire en sorte que nous puissions prendre un nouvel élan que vous aviez pris. Monseigneur, n'eût été cette diaspora, aujourd'hui à l'intérieur, nous serions des véritables sous-hommes. Puisque lorsqu'on a triché les élections, il y a eu un triomphalisme insolent. Et on voulait anéantir toute personne qui soulevait sa tête. Et grâce aux actions menées par la diaspora, on a vite compris que, puisque vous vous retrouvez dans des pays où l'on crée l'opinion, et dans d'autres pays, ça a eu même des répercussions politiques, des conséquences politiques, ils ont tout de suite agi et ils ont fait comprendre à ceux qui croyaient avoir le Congo dans leur poche que vous n'avez pas gagné ce que vous prétendez. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de leadership. Ça, c'est une réalité dans notre pays. En telle enseigne que les antivaleurs deviennent des vertus. La maturité de la population congolaise, je ne la mets pas en doute. En aucun moment, ce peuple a acquis une maturité politique qu'aujourd'hui, même dans la situation que nous vivons, ils savent qu'il y a les tireurs de ficelles à l'interne et à l'externe. Mais comme je l'ai souligné, tout peuple doit avoir un leader qu'il mérite. Lorsque vous n'avez pas ce leader-là, eh bien, vous recherchez. Nous sommes dans un pays continent. Et vous savez que notre pays peut jouer un rôle géostratégique considérable dans toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, Monseigneur, si nous ne le jouons pas, cela se résume à ce que je viens de vous le dire tout de suite. Et
en ce qui concerne une relation entre la diaspora et nous qui sommes à l'intérieur, je l'avoue que vous avez totalement raison. Depuis que je suis à l'extérieur du pays, c'est peut-être la leçon que j'ai tirée et dont je vous promets de m'investir au pays, surtout en ce qui nous concerne, nous l'opposition, d'être en contact permanent, de créer cette synergie pour que nous puissions, en tout cas, développer notre pays, pour que nous puissions libérer notre pays. Je me suis rendu compte, et je ne cesse de dire avec ceux qui sont avec moi, tous les jours, je reçois des appels de presque tous les États me donnant des analyses très pertinentes sur la situation que nous vivons au pays. Et effectivement, si nous mettons en synergie ces deux forces, extérieure et intérieure, croyez-moi, la victoire est du peuple, est du côté du peuple congolais. Toujours. Bernard, vous avez une question? Je m'appelle Bernard Katende. Ma question, je la pose en rapport avec les soutiens que le Rwanda apporte au M23. Il y a un dicton qui dit qu'on bat les fers tant qu'il est chaud. Les rapports des experts occidentaux, les ONG privées ont tous démontré ce soutien du Rwanda au mouvement rebelle qui sévissent au Congo. Qu'est-ce que le gouvernement congolais attend pour porter plainte à la Cour internationale, même par formalité, comme Laurent Désiré l'avait fait? Parce que la première plainte avait été retirée, on ne sait pour quelle raison. Je termine là. Merci Bernard, merci. Vous venez là de poser une question cruciale, très importante. J'ai été informé de New York que le fonctionnaire de la République démocratique du Congo était prêt avec cette requête, puisque les Nations Unies ne se saisissent pas comme ça de la question. Il faudrait que le pays qui est agressé puisse se saisir, les Nations Unies déposer sa requête, et que les fonctionnaires de la République, excusez-moi, j'utilise cette expression expressement pour ne pas exposer qui que ce soit. Les fonctionnaires de la République ont demandé à la hiérarchie d'autoriser à ce que la requête soit introduite. Silence des morts. Silence des morts. Comme vous l'aviez souligné, nous sommes dans un pays où nous avons tous les services civils, les services militaires. Mais allez-vous comprendre quelque chose lorsque, dans un pays pareil, c'est les Nations Unies, c'est l'organisation non gouvernementale qui viennent vous informer que ce qui vous arrive, c'est un pays voisin, le Rwanda, qui y a formé, qui finance, qui organise, qui donne des munitions, qui donne des armes. Allez-y comprendre quelque chose. Et donc, la question que vous venez de poser, à mon sens, prouve la complicité interne sur ce qui nous arrive dans cette stratégie de balkaniser le Congo et de piller ses richesses. Parce que c'est incompréhensible, c'est inadmissible que la RDC ne puisse pas, jusqu'à aujourd'hui, déposer sa plainte, introduire sa requête au niveau des Nations Unies pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies se saisisse
D'autant plus qu'il y a mort d'hommes. C'est tout le jour que les gens meurent. Nous parlons des génocides rwandais. Les génocides rwandais, c'est à peu près 800 000. Vous savez, la vie humaine est sacrée. Pour nous qui croyons, la vie humaine est sacrée. Même une perte d'une seule vie humaine, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Mais au Congo, aujourd'hui, on parle en termes de millions de morts. Mais le mot génocide est loin d'être dit. Ça prouve à suffisance que nous n'agissons pas assez, que nous ne faisons pas le lobbying, que nous sommes en train de faire le jeu de ceux qui nous agressent. Et donc, voilà un point que toute la diaspora devra se mobiliser pour faire pression. Que ceux qui ont cette compétence de déposer le plus rapidement possible aux Nations Unies la requête contre l'agression rwandaise, le fassent le plus rapidement possible. Et sinon, ça sera la Constitution de la République démocratique du Congo qualifie ça comme la haute trahison. Et nous allons parler avec nos amis à l'interne que si rien n'est fait dans ce sens, que nous savons qu'ils instrumentalisent tout, mais il faudrait que nous puissions poser des actes qui permettront à ce que l'histoire juge chacun de nous. À quoi servirait la plainte de la République démocratique du Congo contre le Rwanda, alors que le Rwanda n'aurait pas ratifié la loi internationale sur la création de la CPI? Le Rwanda est membre des Nations Unies. Le Rwanda, à ma connaissance, a accepté et a signé la Charte des Nations Unies et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En signant ces deux instruments juridiques, eh bien, lorsque vous violez, vous devez être condamné. Et lorsque l'on condamne, il y a des conséquences qui en découlent. Voilà là où nous devons amener le Rwanda. Et même si le Rwanda n'est pas signataire, mais il y a des morts d'hommes. La Libye n'a jamais signé. La Libye de Kadhafi n'a jamais signé. Mais n'était qu'il a été abattu, le président Kadhafi était sous mandat d'arrêt international. Et il y a aussi le droit humanitaire qui prime. Hein. Honorable, nous avons tant de questions, oui. Mais est-ce qu'il y a lieu de suivre un peu brièvement dans le même sens? Oui. Mais qu'est-ce que l'opposition, non, l'ensemble des parlementaires pensent sur les capacités du gouvernement de se prononcer? Qu'est-ce que vos collègues députés pensent, puisque après tout, vous parlez de la vie des êtres humains? Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas l'éveil de conscience au niveau du Parlement? Tout à fait. Vous savez que la question avait été soulevée par un de vos frères, Martin Fayoulou, pour ne pas le citer. Et lorsqu'il a fait une question orale pour savoir ce qui se passe, qu'on nous dise que le gouvernement vienne nous dire ce qui se passe réellement à l'Est, on a préféré que la question soit traitée à huis clos. Et nous avions dit non. C'est une question où il faut socialiser, où il faut que le peuple congolais, en tout cas, soit suffisamment informé. Mais en faisant le huis clos, le peuple ne sera pas informé. La réponse qui nous a été donnée à l'époque est qu'il y a des informations que l'on ne peut pas étaler en public. Bon, moi je me suis dit peut-être qu'il y a des informations stratégiques. Mais lorsque le vice-premier ministre et ministre de la Défense a parlé, sincèrement, je n'ai pas vu une information stratégique qui pouvait compromettre même nos troupes au front. Et donc, ce que vous dites est fondamental. Lorsqu'on est élu député national, on a des comptes à rendre à ceux qui vous ont élus. À la base, c'est ce qui fait que tout député a une indépendance d'esprit.
Mais la situation dans notre pays, je peux un peu, vous le savez très bien, nous sommes dans une situation de majorité et d'opposition, mais nous ne cessons de leur dire que lorsqu'il s'agit d'intérêts communs, questions qui touchent à la sécurité nationale, on ne devrait pas normalement avoir parlé en termes d'appartenance politique. On devrait privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Bon, vous savez que nous étions en session extraordinaire, et en session extraordinaire, l'ordre du jour est déterminé, ou le calendrier est déterminé par l'acte convoquant la session extraordinaire. Et nous attendons, nous allons bientôt réunir en session extraordinaire. Nous verrons l'attitude qu'adoptera l'institution Assemblée nationale de manière générale et nos collègues aussi de la majorité. Parce que nous pouvons avoir la volonté, mais étant donné que nous sommes minoritaires, la question ne pourra aboutir, ne pourra passer qu'avec l'aval de la majorité. Mais puisqu'il s'agit de l'intérêt national, puisqu'il s'agit de mort d'homme, nous n'éviterons pas de poser les problèmes et nous verrons l'attitude de la manière, nous verrons de quelle manière l'institution va résoudre cette question, puisque, comme le docteur John l'a dit, il est établi que le gouvernement jusque-là n'est pas à la hauteur de sa tâche, rien qu'avec cette histoire des rapports des Nations Unies qui informent le Congolais que non, il y a un pays voisin, un pays ami qui forme, qui finance et qui alimente et qui est à la base même de cette énième rébellion. Déjà, le gouvernement allait prendre une position claire. Mais vous aviez dû remarquer comment le gouvernement a tergiversé là-dedans. Et donc, nous disons que si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, l'Assemblée, le Parlement devra prendre ses responsabilités. Oui, son Excellence, je suis M. Guillaume Mukenge. Je m'excuse d'être venu en retard, on nous a pris quelques temps de trouver la place, mais je suis content d'être arrivé finalement. Deux petites observations. Moi, je travaille pour l'université John Hopkins. Je suis le représentant au Bénin. Donc, John Hopkins a deux composantes, l'éducation et le développement. Donc, je suis dans la composante éducation et plutôt développement. Je suis ici et la semaine prochaine, je retourne à mon poste. Ma première observation, c'est le fait de voir comment, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas normal que ce sont les ONG qui informent notre pays. J'ai vécu au Rwanda 3 ans et demi. Avant d'être affecté au Bénin, j'étais le représentant au Rwanda. Et ce que j'ai vu au Rwanda, monsieur l'honorable, en tout cas, ça m'a fait mal. Jusqu'au point où, un jour, je suis allé avec un journal, bon, c'était un journal anglais, New Times, ça c'est vraiment le journal du pouvoir, en anglais, et il s'agissait que le policier rwandais a trouvé, il y a eu un camion qui était plein de minerais, le policier a arrêté ce véhicule, et le monsieur qui était le patron du véhicule voulait corrompre le policier. 100 $, le policier a refusé. 200 $, 300 $, le policier a refusé. Il a informé la hiérarchie. Et le journal est sorti avec l'information comme quoi la police rwandaise, elle est vraiment exceptionnelle. Parce qu'ils ont réussi à résister à la corruption. Son Excellence, moi, en tant que Congolais, je me dis, ok, mais où sont partis nos 15 tonnes qui étaient là? Parce que le chauffeur, le policier a fait son travail. Mais les 15 tonnes, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allé jusqu'à notre ambassade. J'ai demandé à mes amis ambassadeurs, aux amis des ambassades, est-ce que vous avez été informés? Oui, nous avons entendu comme ça. Vite, je suis retourné au bureau, j'ai fait des photocopies de ces documents pour donner à chacun de nos membres d'ambassade. Et ils sont tous francophones purs. Le document en anglais, j'ai traduit pour eux. Voilà en tout cas la traduction de ce document. Il s'agit de ce policier qui a évité la corruption, mais entre-temps, qu'est-ce que notre matière première est devenue? Donc ça, c'est juste un petit exemple de ce qu'on a vu. Et moi qui suis au Rwanda, on m'a informé ceci.
Le Rwandais tire chaque jour 22 milliards de francs rwandais, divisé 22 milliards par 600. Ça, c'est $1 américain est égal à 600 francs rwandais. 22 milliards de francs rwandais, et c'est que le Rwanda gagne par rapport au commerce qui se font sur la frontière entre surtout le Nord Kivu, le Nord Kivu et le Rwanda. Les études ont été menées au Rwanda. On a trouvé que les Rwandais qui sont à la frontière avec le Congo ont un niveau de vie beaucoup plus élevé que celui de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc c'est pour vous dire, monsieur le représentant, que moi j'ai été vraiment scandalisé de voir. Et quand on m'a dit que voilà, on vient à peine d'être informé que le Rwanda est en train de financer la guerre à M3, mais depuis Kunda. Je me demande comment on en parle seulement aujourd'hui. Depuis Kunda, c'est ça qui s'est fait. J'étais capable de rencontrer certains jeunes Rwandais qu'on n'avait pas vus en circulation pendant des années. Où est-ce que vous étiez? Oh mon cher, nous sommes allés combattre de l'autre côté. Et la plupart, c'est quoi? $100 par mois. Et parmi eux, vous avez les anciens militaires qui ont été mis en congé. Il y a un mot là qu'on utilise. Il y a un mot qu'on utilise pour, quand on les a recrutés, après on les... Il y a un mot là que j'ai oublié. Donc, vous arrivez comme ça à vous retrouver avec beaucoup de ces jeunes. Et quand on a dit oui, c'est à peine qu'on vient de le savoir, j'ai dit non, ça, mes chers amis, on ne doit pas être naïf. Ça, c'est une réalité que toute personne de bon sens il ne faut même pas être du pouvoir. Tout le monde qui vit au Rwanda là-bas, nous connaissons ce qui se passe. Donc là aussi, je suis venu pour dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de jouer le jeu peut-être des amis américains ici? Parce qu'on a dit, bon, les Américains ont suspendu $200 000, ce qu'ils devraient donner à l'armée, mais ça, c'est rien. Monsieur le représentant, je dois vous dire que nous sommes dans le domaine de la santé. L'Amérique vient de financer 75 millions de dollars pour le programme de santé. Pour les prochaines 5 années, c'est 75 millions de dollars. On me dit que l'Amérique a retiré 200 000 qu'il donne à l'armée. Donc je me dis non, peut-être nous aussi qui sommes ici, la diaspora, nous avons besoin aussi peut-être de faire quelque chose. Parce que nos amis américains sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Et peut-être que nous sommes appelés aussi, nous aussi, à nous dire non. Essayez de changer pour que notre pays change. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est beaucoup plus par rapport à vous qui êtes à l'intérieur. Est-ce que vous sentez que vous allez changer quelque chose? On a l'impression comme si non, les gens du pouvoir ou bien la majorité se servent peut-être de vous pour qu'ils puissent passer tout ce qu'ils ont, parce qu'ils ont dit l'opposition aussi est là. Vous vous mettez ensemble, vous savez bien qu'on va vous battre aux élections, ou bien on va vous demander quand on va faire les élections. Alors à ce moment-là, on s'est dit, mais chers frères, est-ce que ça va changer à quoi la présence de mon frère que vous êtes au sein du Parlement, où ils sont dominés par ces gens qui sont déterminés à faire ce qu'ils veulent. Voilà en tout cas, Monsieur le Président, ce que j'avais comme observation. Merci beaucoup Guillaume, c'est des observations très pertinentes. Ce que vous dites est vrai, mais vous-même, à ce qui vous concerne, vous aviez bien chuté en disant que vous devez travailler sur place ici, vous devez constituer un lobbying. Je crois que votre État, dans quelques jours, va abriter la convention démocrate. Je ne vous apprends rien, mais vous êtes déjà suffisamment outillés pour savoir ce que vous pouvez faire au niveau de l'extérieur. D'autant plus que ce que vous veniez de dire, c'est là la réalité. Et c'est ce qui établit même la complicité interne, Guillaume. Puisque rappelez-vous qu'il y a même des avions qui atterrissent dans ces coins avec beaucoup d'argent. Mais un gouvernement sérieux doit chercher à savoir pourquoi cela continue. Les FDLR aujourd'hui, mais mon Dieu, on trompe qui? Le Rwanda, dans le passé, a soutenu, vous-même vous l'aviez dit, des rébellions dans ce coin de la République démocratique du Congo. L'RCD était le produit du Rwanda. Mais ils ont occupé ce coin des années durant. Pourquoi ils n'ont pas su ni pu mettre fin à ces FDLR-là? Par la suite, le CNDP est venu. Le CNDP a occupé la même partie du territoire national. S'il fallait réellement mettre fin aux FDLR, qui les a empêchés de le faire? Et rappelez-vous, le Congo a signé plusieurs accords avec le Rwanda. Toujours en faveur du Rwanda et en défaveur de la République démocratique du Congo.
lorsqu'ils ont accepté cette force dernièrement, là, avant la démission des caméras à l'Assemblée nationale, c'était pour une opération hein, militaire mixte. Et après, nous avions attendu le gouvernement nous dire qu'on a anéanti, et maintenant on a réduit à néant les forces négatives. Jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda continue à nous chanter cette chanson des FDLR. Et ces FDLR-là, vous êtes très bien informés, ils sont dans des minerais. Et où vendent-ils ces minerais? Ça vient au Rwanda. Et qui les arme en retour? Donc, il faut comprendre par là que c'est tout simplement, les FDLR deviennent un fonds de commerce, mais avec la complicité interne. J'ai souligné ici le fait qu'on nous a dit que malgré les mandats d'arrêt international contre Bosco Ntaganda, on ne peut pas toucher à Bosco Ntaganda pour des raisons de paix. Voilà que le même Bosco Ntaganda, aujourd'hui, lorsqu'on se réveille de son sommeil profond pour reconnaître qu'il faut que la justice internationale fasse son travail, on veut mettre la main là-dessus. Aujourd'hui, il est sérieusement, fermement protégé par le pays agresseur qui est le Rwanda. Donc nous faisons les jeux de qui? Je suis d'accord avec vous, Guillaume, vous avez fait des observations très pertinentes. La situation à l'intérieur, ce que vous dites est vrai. Vous savez, nous sommes une opposition plurielle. Et lorsqu'on parle de la pluralité, vous déduirez par là qu'il y a aussi différents comportements. Mais le plus important, c'est d'avoir, même dans ces parlements, Guillaume, vous pouvez vous-même observer, ou faire très attention, vous verrez qu'il y a, même si on est 100, on est 200, mais quand même parmi ces 100-là, ce n'est pas tous les 100 qui agissent de la même manière. Il y en a qui agissent et des fois font très mal. C'est le plus important. Je vous ai donné l'exemple de la question orale avec débat de Martin Fayoulou sur la situation à l'est du pays. Et l'opinion s'est saisie par la suite. Moi-même qui vous parle, Guillaume, si aujourd'hui les gens sont informés qu'il y a un détournement de l'argent en ce qui concerne même le budget, même le fibre à câble optique, et cette technologie de pointe que le Congo est parti avec les 13 autres pays africains en Afrique du Sud pour se faire connecter, mais les 13 se sont fait connecter, seul le Congo n'a pas pu se connecter. Pour quelle raison? Puisque le point d'atterrage de Mwanda n'était pas prêt. Mais pourquoi le point d'atterrage de Mwanda n'était pas prêt? D'autant plus que la SPT, l'ex-OCPT, a consenti des fonds énormes, près de 12 millions de dollars américains auprès d'une banque privée de la place pour construire les points d'atterrage. Le gouvernement a sorti au moins 16 à 18 millions de dollars pour la construction du même point d'atterrage. Mais jusqu'aujourd'hui, le point d'atterrage n'est pas fini. Lorsqu'on a fait une étude comparative avec les pays voisins qui ont construit aussi des points d'atterrage, on a dû remarquer que ces pays ont construit leurs points d'atterrage avec un maximum de 4 millions de dollars américains. Donc vous voyez la manière dans laquelle ces pays est géré. Et en concluant même contre le ministre de PTT, je me suis dit qu'il faudrait une commission d'enquête parlementaire pour approfondir la question. Puisque c'est que le ministre nous a dit même devant, du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, est très grave. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, il y a un sujet indien qui a gagné le marché sur base d'un simple numéro de téléphone. Les sujets indiens n'avaient même pas d'adresse. Allez-y comprendre quelque chose. Lorsqu'il nous dit qu'il y a un monsieur, un certain Martin, qui est allé toucher 3 millions de dollars dans le compte de la SPT, et des dollars américains pour le même marché, et lorsqu'ils ont découvert par la suite, ils ont fait pression sur lui et il n'a remboursé que 300 000 dollars.
Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose Qu'est-ce que l'on peut déduire de cela? Et j'ai dit qu'il faudrait une commission d'enquête parlementaire. Et ce jour-là, tous les députés ont endossé ma conclusion. Mais voilà, arrivé au niveau de notre bureau, mais nous nous battons encore. Nous n'avons pas encore perdu. Nous étions en session extraordinaire. Dès que nous revenons à septembre, nous allons demander à ce que la commission d'enquête parlementaire soit constituée. Mais s'ils refusent que cette commission, comme ils me donnent l'impression, soit constituée, c'est que vous comprendrez qu'il y a le détournement s'est fait au niveau le plus haut. Vous voyez? Et donc, c'est ça, là où vivent les hommes, il y a une diversité. Mais des fois, cette diversité, en termes théologiques, je suis devant, je parle sous le contrôle du Monseigneur, crée deux fois l'harmonie. Et donc, il y a des gens, ne perdons pas espoir, gardons espoir, travaillons avec ceux qui ont une loyauté vis-à-vis de cette nation, ceux qui ont l'amour de la patrie, et je crois qu'on peut beaucoup faire, on peut beaucoup changer. Talo Edmond, j'habite Raleigh. Disons entre parenthèses à l'honorable que M. Fayoulou Martin fut notre président au FDD M3. Vous lui remettrez notre salutation lorsque vous retournez au pays. Merci. Avec Christophe Letundula. Ma question est celle de savoir, vous à l'Assemblée nationale, vous avez une commission de la défense et sécurité. Oui, une commission permanente. Mais vous n'en avez pas parlé. Ici? En ce qui concerne M23, oui. On n'a pas entendu parler de cette commission, des stratégies si vous voulez, donc de tout ce qui se fait au niveau de l'Est. Si je n'ai pas fait allusion, vous comprendrez par là que je me limite à ma fonction de député national. De par la Constitution, l'Assemblée nationale, le Parlement, a deux missions principales, légiférer et contrôler. Revenons à l'Assemblée nationale en ce qui concerne, puisque vous parlez de la Commission défense et sécurité, l'Assemblée nationale a aujourd'hui 6 commissions permanentes. Avec le comité des sages, ça fait 7. Mais quelle est la mission dévolue à ces commissions? C'est des missions techniques. Lorsqu'il s'agit d'une loi qui a trait à l'armée ou à la police, c'est cette commission qui fait le travail. Lorsqu'il y a des questions techniques que l'Assemblée aimerait approfondir en ce qui concerne la défense et la sécurité, c'est cette commission qui étudie. Mais c'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Et au gouvernement, vous avez tout un ministère de la défense nationale. Et vous comprendrez que le Parlement ne peut être saisi, ne peut contrôler qu'à travers les moyens légaux. C'est-à-dire la question orale avec débat, question d'actualité, question écrite, commission d'enquête, audition dans des commissions, etc. Et donc, excusez-moi si je n'ai pas fait allusion à cela, mais ce que je ne trouvais pas, en tout cas, opportunité de... Je n'aimerais pas me condamner pour n'avoir pas posé ces deux questions. Oui. La première, où se trouvent tous les enfants de la rue qui ont presque 3 générations et qui étaient à Kinshasa. Beaucoup ont été arrêtés sous plusieurs noms, mais où sont-ils? S'ils sont arrêtés, ils sont dans quelle prison? Et des deux, nous avons appris que Interpol aurait intercepté 90 tonnes d'or des réserves de la Banque nationale vers Dubaï. Aurait intercepté combien? 90 tonnes. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec cela? Vous êtes parlementaire, les réserves de l'économie du pays se retrouvent en dehors du pays, on a intercepté et jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas ce que c'est devenu. Et le Parlement continue à fonctionner comme si tout était normal. Merci beaucoup, Monseigneur. Il y a certaines informations que vous me donnez. Je souhaiterais que si vous avez tous les éléments là-dessus, que vous puissiez me les donner afin de me permettre d'utiliser les mêmes moyens légaux pour en savoir plus. Je n'aimerais pas spéculer ni vous désorienter. Présentement, je n'ai pas vraiment d'informations sur les questions posées. Les enfants de la rue,
sur cette question spécifique des 90 tonnes d'or vers Dubaï. Donc si vous avez tous les éléments, j'accepterai volontiers de faire mon travail en tant que député pour en savoir plus et vous informer au moment opportun. En ce qui concerne les enfants de la rue, vous avez été informé, vous-même vous l'aviez dit, l'ancien ministre de la Justice les arrêtait, bon, on les a mélangés avec des koulounas, et très souvent on dit que ce sont eux qui sont des koulounas. C'est un phénomène social, monseigneur, que si on avait un gouvernement qui s'assume, il devrait mettre en place des politiques sociales pour réduire ces phénomènes-là, puisque ce sont des bombes à retardement. Effectivement, aujourd'hui, ces enfants tuent, ces enfants, certains d'entre eux, deviennent des délinquants des premières, en tout cas des premiers niveaux. Ils tuent les mamans qui reviennent de marcher tard pour arracher des chaînettes, pour arracher ceci, pour arracher cela. Et donc, l'ancien ministre de la Justice avait conclu, avait résolu de les arrêter, quand il les arrête à Kinshasa, et de les déporter vers des prisons qui sont au niveau des provinces. C'est ainsi que vous trouverez d'autres dans l'Équateur, dans la province orientale et au Kasaï. Mais qu'est-ce qui deviennent jusque-là, je ne saurais pas vous le dire avec certitude. Là encore, il faut peut-être que je travaille dès que je serai au pays pour savoir exactement ce qui se passe. Merci beaucoup, honorable. Nous avons beaucoup vraiment de questions à poser. Comme le chairman venait de dire avant de commencer qu'on aura le temps d'en parler à côté, on posera d'autres questions en détail. Mais pour l'instant, au niveau du Parlement, il n'y a pas l'esprit démocratique. Vous qui êtes entré, député de l'opposition, vous n'avez pas l'esprit démocratique. Nous devons vous dire cru des choses pour que vous puissiez transmettre aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs démocratiques que nous défendons sont représentées par les parlementaires, les députés, ainsi que les sénateurs. Dans notre pays, ils ne font, je m'excuse beaucoup, honorable, ces députés ne font rien. Pour preuve, les uns parmi la majorité PPRD ont été nommés par Ngoï Mulunda. Et dans le parler de l'honorable, il parle de la traîtrise interne. Chers compatriotes, il n'a pas pu citer les échelons. Je ne sais pas s'il a peur de dire que Kabila c'est un traître et c'est lui qui est à la base de tout. Je ne sais pas. C'est à lui-même de nous le dire. Mais pour l'instant, nous avons toutes les preuves, c'est Kabila qui est traître et c'est Kabila qui a détruit ce pays et qui continue à les détruire, à faire tuer les Congolais et les Congolaises, faire violer les femmes. Et dans notre Parlement, il paraîtrait que les députés se tapent, au lieu de parler le problème du pays, ils veulent l'argent, 6 000 $ qu'on paye à la fin du mois. Ils discutent pour avoir le véhicule, ils dorment, ils portent les manettes, les lunettes café, ils dorment parce que la nuit ils ont bu, ils ne savent pas traiter les actes. Je m'excuse, honorable député, si je parle, c'est avec la mort dans l'âme. Je sais que vous travaillez très bien. Depuis 2003, je vous suis. Mais quand je parle pour l'ensemble de ces députés, de ces gens qui se disent élus du peuple, qui partent vendre les cravates au Parlement, vendre les chemises qui viennent de l'Europe, ou les costumes, au lieu de parler de la souffrance du peuple. On se moque de qui? C'est que j'aimerais placer. Vous saviez bien que vous partez tout en étant faible dans ce Parlement. À cause de la tricherie de Ngoï Mulunda qui a tout changé, qui a tout donné à son équipe à lui. Vous saviez que tous les actes, les projets de loi que vous pouvez arrêter ne peuvent pas passer. C'est pourquoi mes bien-aimés ont posé la question de savoir qu'est-ce que vous faites? Il y a les contrôles, c'est vrai. Il y a la question orale. Il y a les enquêtes. Mais après, il n'y a rien sur le terrain comme pratique. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes bloquent ça.
Le gouvernement est rempli seulement de ces gens-là. Vous le savez bien. Donc vous êtes faible, incapable, parce que vous n'êtes pas aussi nombreux pour faire changer la machine au sein du Parlement. En 2006, vous étiez député, élu. On avait encore dit que Mbemba vient de connaître les points avec M. Kabila. Il y aura toujours de la tricherie à tous les niveaux. Et vous étiez encore dérangé parce que vous nous aviez dit que la politique de la chaise vide ne payait pas. Parce que cette politique n'a pas payé en 2006. Comment voulez-vous que cette politique allait encore payer en 2011? Donc, cette législature ne fera absolument rien actuellement. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Vous avez raison, je vous comprends facilement, Président. Sauf que, vous savez, lorsque vous gérez même la communauté congolaise ici sur place, vous connaissez vos frères et sœurs. Il y en a qui ont un tempérament chaud, d'autres sont timides, d'autres... Bon, il y en a qui agissent de manière vieux, de manière exemplaire, d'autres agissent en coulisses. Oui. Vous avez suivi, Guillaume, les démarches qu'il a faites lorsqu'il était au Rwanda. Oui. C'est un héros dans l'ombre. Vous comprendrez aussi que les fonctions qui sont miennes, il y a un langage que je peux me permettre et un langage que je ne peux plus me permettre. Mais sinon, je vous encourage d'entreprendre toutes les actions qui peuvent nous amener à la libération. Merci beaucoup.